Les sacs filets vous permettent d'emporter sous l'eau toutes sortes d'objets trop volumineux pour tenir dans la main. Vous les utiliserez notamment lors d'opérations de nettoyage sous-marin ou d'activités Project Aware Dive Against Debris, ou encore pour emporter en plongée de petits objets en vrac. Ils sont également utiles pour porter des articles mouillés après une plongée, comme votre combinaison isotherme. Rendez-vous dans votre centre de plongée local pour vous aider à choisir le sac filet le mieux adapté à l'utilisation que vous comptez en faire. Un point important, portez à la main un sac filet plein pendant une plongée afin de pouvoir le lâcher s'il venait à s'en mêler ou à peser trop lourd. Vous vous servez d'une ardoise ou d'un carnet étanche pour communiquer, noter vos limites de plongée planifiées, inscrire vos informations de plongée, etc. Vous avez le choix entre différentes tailles d'ardoises. Choisissez-en une facile à ranger dans une poche. Composés de papier imperméabilisé, les carnets étanches offrent une plus grande surface d'écriture. La plupart font environ cette taille et comme ils sont souples, ils tiennent facilement dans la poche d'une combinaison isotherme au niveau de la cuisse. Lorsque vous plongerez de nuit lors de votre formation Advanced Open Water Diver, vous aurez évidemment besoin d'une lampe de plongée. Mais beaucoup de plongeurs s'en servent aussi dans la journée. Plus une lampe est grande, plus elle est puissante et offre une durée de combustion élevée, bien que les modèles proposés soient de plus en plus compacts grâce aux progrès technologiques. Demandez les conseils de votre professionnel de la plongée pour choisir entre les différentes options de batterie, puissance et taille. Une fois que vous aurez choisi votre lampe, vous aurez besoin d'un clip pour l'attacher à votre gilet stabilisateur et d'un cordon de fixation au poignet pour ne pas la perdre en plongée. Vous commencerez un carnet de plongée dans le cadre de votre formation. Un grand nombre de plongeurs optent pour le carnet de plongée PADI qui a fait ses preuves, mais vous disposez d'un grand choix d'autres tailles et de styles. Vous pouvez également opter pour un carnet en ligne, une tablette ou un e-log pour PC. De nombreux ordinateurs de plongée permettent de télécharger ce type de programme, facilitant ainsi la consignation de vos données de plongée. Votre carnet de plongée vous permet d'enregistrer vos expériences et vous servira tout au long de votre formation. Il est conseillé d'y consigner vos informations en cas d'urgence, les numéros de téléphone et adresse courriel de vos binômes, les numéros de série de votre équipement, etc. À chaque plongée, enregistrez la date, le site de plongée, la profondeur, la durée, le nom de votre ou vos binômes, ainsi que votre objectif et quelques notes ou une description des événements notables. Votre carnet constitue par ailleurs un moyen de partager des informations avec d'autres membres de Scuba Earth et sur d'autres sites en ligne. Les logiciels de planification de plongée vous aident à planifier votre consommation d'air et à déterminer vos temps de plongée admissibles. Outre les programmes destinés aux ordinateurs personnels, les versions les plus répandues fonctionnent sur smartphone ou tablette. Certaines versions s'interfacent avec votre ordinateur de plongée et possèdent des fonctions e-log. La perte d'un joint étanche ou une sangle déchirée peuvent vous faire rater une plongée. La plupart des plongeurs se munissent d'une boîte de pièces de rechange. Il s'agit simplement d'un ensemble d'outils et de pièces remplaçables par l'utilisateur comme ceci, rangées dans une boîte solide que l'on place dans son sac filet. Lorsque vous préparez votre boîte de pièces de rechange, commencez par ces éléments de base. Mais choisissez une boîte un peu plus grande que ce dont vous aurez besoin au début. En effet, à mesure que vous gagnez de l'expérience, vous agrandirez votre kit. Alors prévoyez suffisamment d'espace, mais évitez de surcharger votre boîte avec des pièces que vous n'utiliserez pas. Même s'il s'agit d'une activité de détente, à l'instar de tous les sports, la plongée peut être physiquement épuisante, notamment lorsque vous marchez avec votre matériel, nagez dans un courant ou intervenez pour une urgence. Tâchez donc de vous maintenir en bonne forme physique en pratiquant un programme d'exercice régulier approuvé par votre médecin. Soyez attentif à votre alimentation et votre sommeil et veillez à être à jour dans vos vaccinations. Un examen médical régulier est également recommandé. Comme toute activité physique, la plongée soumet le cœur et le système cardiovasculaire à certaines contraintes. Notamment lorsque vous soulevez et portez votre matériel, lorsque vous portez une combinaison isotherme par forte chaleur, etc. Ces facteurs peuvent causer des crises cardiaques chez les personnes prédisposées et peuvent poser problème en présence d'autres troubles cardiovasculaires. Si vous présentez des risques cardiovasculaires avérés ou potentiels, veillez à en parler à votre médecin. Ne consommez jamais d'alcool ou de tabac avant une plongée. Si vous consommez de l'alcool, faites preuve de modération la veille d'une plongée.
Certains médicaments peuvent poser des problèmes en plongée, alors faites preuve de prudence et consultez votre médecin en cas de doute sur un médicament particulier. Vous devez être en bonne santé physique pour plonger. Si vous ne vous sentez pas bien, annulez la plongée. Vous pourrez plonger une fois rétabli et comme vous l'avez déjà appris, n'utilisez pas de médicaments pour éliminer les symptômes et plonger alors que vous êtes malade. La plongée est censée procurer du plaisir. Vous ne pourrez donc l'apprécier que si vous êtes en bonne santé. Comme toute autre activité physique, vous entretenez vos compétences et connaissances de plongeur par la pratique en plongeant régulièrement. S'il n'est pas possible d'aller en milieu naturel, entraînez-vous en piscine avec un binôme. Restez au fait des tendances et des pratiques de la plongée, notamment en maintenant le contact avec d'autres plongeurs et certaines communautés en ligne comme Scuba Earth. Si vous ne plongez pas pendant plus de 6 mois, renseignez-vous auprès de votre instructeur PADI sur le programme Scuba Review qui vous permet de rafraîchir vos connaissances et vos compétences. La poursuite de votre formation de plongeur est un excellent moyen de maintenir votre niveau car vous vous servez non seulement des compétences déjà acquises, mais vous en apprenez de nouvelles. Vous pouvez notamment enrichir votre expérience et vos qualifications en prenant le cours PADI Advanced Open Water Diver, des cours de plongée spécialisés et d'autres programmes. En plongée loisir, on utilise le plus souvent de l'air comme mélange respiratoire. L'air est en fait un mélange de gaz. Concrètement, il est composé à 21% d'oxygène et à 79% d'azote. Nous examinerons 4 problèmes potentiels liés à la respiration d'air sous l'eau. Toxicité de l'oxygène, contamination de l'air, accident de décompression et narcose gazeuse. Nous examinerons la toxicité à l'oxygène, la contamination de l'air et les accidents de décompression dans cette section, puis la narcose gazeuse dans la section 5. Bien que nous en ayons besoin pour vivre, l'oxygène est toxique sous pression. Il pose également des risques d'incendie et de combustion en contact avec l'équipement. Mais si l'on utilise sciemment sa réserve d'air dans les limites de profondeur d'une plongée loisir, aucun de ces problèmes ne devrait se poser. L'air enrichi, nitrox, en revanche, est enrichi à l'oxygène et possède donc une moindre proportion d'azote et une proportion plus élevée d'oxygène. Même s'il présente des avantages par rapport à l'air non enrichi, les questions de toxicité à l'oxygène et de l'équipement peuvent poser problème en présence d'air enrichi nitrox. Vous pouvez apprendre à gérer ce type de problème en suivant la formation PADI Unreached Air Diver, mais n'utilisez pas de bouteilles remplies d'air enrichi tant que vous n'avez pas reçu de certification Unreached Air Diver. De l'air contaminé contient des impuretés. C'est extrêmement rare en plongée. L'air contaminé a parfois un mauvais goût ou une mauvaise odeur, mais pas toujours. Les signes et symptômes de contamination de l'air incluent des maux de tête, nausées, étourdissement, absence de réaction et lèvres et ou ongles rouges, cerises. Ne plongez jamais avec de l'air ayant un mauvais goût ou une mauvaise odeur et mettez immédiatement fin à la plongée si vous ne vous sentez pas bien. Tout plongeur potentiellement exposé à de l'air contaminé doit respirer de l'air frais et recevoir si possible de l'oxygène. Contactez les services d'urgence médicale. Évitez le risque d'exposition à de l'air contaminé en faisant remplir votre bouteille dans un centre de plongée professionnel réputé uniquement. Ces établissements utilisent des compresseurs et des filtres spécialement prévus pour l'air respirable et savent qu'il est important de tester l'air régulièrement. Vous avez appris que vous aviez des limites de temps sous l'eau, au-delà de la durée de votre réserve d'air ou du maintien d'une température confortable. L'une de ces limites est liée à l'azote. Quand vous plongez, sous l'effet de la hausse de pression, l'azote présent dans l'air que vous respirez se dissout et pénètre dans les tissus de votre organisme. Plus la pression est élevée, c'est-à-dire plus la plongée est profonde, et plus vous restez longtemps sous l'eau, plus la quantité d'azote dissoute dans vos tissus est importante. Comme votre corps n'utilise pas l'azote, lorsque vous remontez et que la pression baisse, cet excès d'azote est rejeté par vos tissus. Si l'excès d'azote n'est pas trop élevé, ce processus est inoffensif. Votre ordinateur de plongée ou les tables de type RDP Table ou ERDP-ML vous aident à maintenir cet excès d'azote dans des limites acceptables. Nous y reviendrons un peu plus tard. En revanche, si la quantité d'azote dissous est trop élevée, il peut se dégazer au cours de la remontée plus vite que votre organisme n'est capable de l'éliminer. Des bulles peuvent se former dans les tissus et causer un accident de décompression, un trouble médical grave parfois appelé maladie des caissons ou syndrome de décompression.
Les signes et symptômes d'une telle condition peuvent inclure la paralysie, les états de choc, la faiblesse et la fatigue prolongée, des étourdissements, des engourdissements, des fourmillements, des difficultés respiratoires, des douleurs articulaires au niveau des membres et dans le pire des cas, la perte de connaissance et la mort. Ces signes et symptômes peuvent être évidents, mais peuvent aussi être subtils, comme une douleur légère à modérée, une sensation de faiblesse ou de fatigue prolongée sans raison apparente. Ils peuvent se manifester dans les 15 minutes à 12 heures suivant une plongée, même si des délais plus longs ont été observés. Ces symptômes peuvent être intermittents. Quoi qu'il en soit, tous les cas graves suspectés d'accidents de décompression doivent être traités. Nous examinerons dans la section 5 les premiers soins à administrer dans de tels cas. Le temps et la profondeur ont une incidence sur la façon dont le corps absorbe et libère l'excès d'azote. Mais les physiologistes pensent que d'autres facteurs prédisposent les individus au syndrome de décompression. Cela inclut notamment la fatigue, la déshydratation, l'exercice vigoureux, le froid, une mauvaise forme physique, une maladie ou une blessure, la consommation d'alcool et l'âge. Dans la sous-section suivante, vous apprendrez à tenir compte de ces facteurs s'ils vous concernent. Afin de réduire au maximum les risques d'accidents de décompression, les niveaux d'azote excédentaires doivent être maintenus dans les limites admises. Mais comme il n'y a aucun moyen de mesurer le niveau réel d'azote qui se dissout dans l'organisme, on utilise des ordinateurs et des tables de plongée. Ceci applique un modèle mathématique pour estimer les variations du niveau d'azote dans le corps avant, pendant et après une plongée. Basés sur les données de milliers de plongées, les modèles de décompression sont extrêmement fiables pour la grande majorité des individus. Et ce, la plupart du temps, mais ils n'effectuent aucune évaluation des effets réels sur l'organisme. Par ailleurs, ces modèles ne tiennent pas compte de la présence ou non de facteurs prédisposants. La susceptibilité de chaque personne à un accident de décompression étant différente, aucune table ni aucun ordinateur de plongée ne peut garantir qu'un accident de décompression ne se produira pas, même si l'on plonge dans ses limites. En tant que plongeur, vous devez accepter qu'il reste toujours un risque de syndrome de décompression. Pour vous aider à réduire et gérer ce risque, l'essentiel est de toujours plonger en respectant largement les limites indiquées sur votre ordinateur et ou la table de plongée. Plongez toujours avec prudence. Remontez lentement de chaque plongée, pas plus vite que 18 mètres ou 60 pieds par minute, ou plus lentement selon les indications de votre ordinateur. Marquez un palier de sécurité à 5 mètres, 15 pieds. Toutes ces précautions vous aideront à vous maintenir largement dans les prédicats du modèle. En plongée loisir, vous plongez toujours sans décompression. Cela signifie qu'à n'importe quel moment de la plongée, vous pourriez remonter directement à la surface s'il le fallait. À cette fin, vous devez respecter les limites sans décompression de votre ordinateur, lesquelles sont indiquées avant la plongée pour vous permettre de planifier. Plus vous plongez en profondeur, plus vite vous absorbez de l'azote. Donc, comme vous le voyez, les limites sans décompression se réduisent sensiblement à mesure que la profondeur augmente. Les temps varient légèrement d'un modèle à un autre, mais ceux-ci constituent des valeurs types. Pendant la plongée, votre ordinateur actualise votre temps de plongée sans décompression en fonction du temps que vous passez à chaque profondeur. Le temps qu'il vous reste sera plus court au point le plus profond, mais augmentera à mesure que vous remontez puisque l'absorption d'azote ralentit. On désigne par le terme plongée multiniveau la pratique qui consiste à prolonger son temps de plongée en remontant vers une eau moins profonde. C'est l'un des avantages majeurs offerts par les ordinateurs de plongée. Les tables basent votre limite de temps sur votre plus grande profondeur, même si vous ne maintenez pas une telle profondeur pendant toute votre plongée, ce qui se produit rarement. Notez que l'ERDPML est une exception à la règle, puisqu'il permet de planifier des plongées multiniveaux. Voyons comment ces limites peuvent varier au cours d'une plongée type. Ces plongeurs voudraient plonger à 18 mètres, 60 pieds, faire un peu d'exploration, puis remonter graduellement de manière à rester largement dans leurs limites, sans décompression, et à disposer d'une réserve d'air restante de 50 bars, 500 PSI, au moment de leur immersion. Lors de la planification pré-plongée, ils font défiler leur temps de plongée sans décompression. Leurs ordinateurs indiquent un temps de plongée sans décompression de 140 minutes à 12 mètres, 40 pieds, et de 55 minutes à 18 mètres, 60 pieds.
Il décide de descendre jusqu'à 18 mètres, 60 pieds, puis d'entamer la remontée au bout de 30 minutes. La plongée se déroule comme prévu. Au bout d'une demi-heure, à 18 mètres, 60 pieds, leur ordinateur indique qu'il leur reste 25 minutes de plongée sans décompression. Ils entament leur remontée le long du récif et se stabilisent à 12 mètres, 40 pieds. Leur ordinateur indique un temps de plongée sans décompression de 83 minutes. Cela représente beaucoup plus de temps que ce dont ils disposaient à 18 mètres, 60 pieds. Mais comme leur organisme a absorbé de l'azote, ils disposent d'un temps de plongée inférieur aux 140 minutes indiquées avant la plongée. Mais étant donné que ce temps de plongée sans décompression est plus important que leur réserve d'air, ils mettent fin à la plongée avec suffisamment d'air pour remonter, marquer un palier de sécurité et refaire surface avec une réserve de 50 bars, 500 PSI. La vitesse de remontée est l'un des calculs effectués par les ordinateurs et tables de plongée. Il est donc important de respecter la vitesse indiquée. Les paliers de sécurité ne sont pas obligatoires en immersion dans les limites du modèle. Mais il est plus prudent de les marquer largement dans ces limites. Vous omettriez ces paliers uniquement dans une situation d'urgence, comme une panne d'air. En revanche, si vous dépassez accidentellement une limite sans décompression, vous devez absolument marquer un palier de décompression. Dans ce cas, ce palier est impératif pour éliminer l'excès d'azote avant de faire surface. Si vous omettiez ce palier, vous dépasseriez les limites du modèle et vous vous exposeriez à un risque inacceptable d'accident de décompression. Nous reviendrons sur les paliers de décompression d'urgence dans la section 5. Après une plongée, vos temps de plongée sans décompression sont plus courts qu'avant la plongée. Cela s'explique par le fait qu'il reste dans votre organisme un excès d'azote issu de la plongée précédente. C'est ce qu'on appelle l'azote résiduel, tandis qu'une plongée effectuée avec de l'azote résiduel s'appelle une plongée successive. Lors d'une plongée successive, vos limites sans décompression sont réduites car votre organisme contient déjà de l'azote. Votre ordinateur doit tenir compte de cet azote résiduel en plus de la quantité d'azote qui se dissout dans votre organisme lors d'une plongée successive. Vous devez attendre plusieurs heures après une plongée, en général 12 heures au minimum, avant que les niveaux d'azote dans votre organisme redeviennent normaux. Passé ce délai, une plongée n'est plus considérée comme étant successive. Même s'il reste des résidus d'azote dans votre organisme après une plongée, ce niveau baissera pendant un intervalle en surface entre vos plongées. Par conséquent, plus cet intervalle en surface est long, plus vous aurez de temps de plongée sans décompression lors d'une plongée successive. Étant donné que votre ordinateur calcule vos niveaux d'azote théoriques en continu, il est important d'utiliser le même ordinateur pour toutes vos plongées tout au long de la journée. Le niveau d'azote résiduel dans votre organisme étant mémorisé, ne partagez pas votre ordinateur ou n'en changez pas. Et ne l'éteignez pas. La plupart des modèles ne le permettent pas de toute façon. Si vous ne plongez pas continuellement avec le même ordinateur, il ne pourra pas calculer avec précision vos niveaux d'azote théoriques. Plonger sans utiliser le même ordinateur pour toutes les plongées accroît considérablement les risques d'accident de décompression. Suivez également toutes les recommandations supplémentaires du fabricant concernant l'utilisation d'un ordinateur lors de plongées successives. Avant d'utiliser votre ordinateur de plongée, lisez la documentation du fabricant dans son intégralité. Les ordinateurs de plongée varient en fonctionnalité et peuvent avoir différentes dispositions. Mais au minimum, ils indiquent presque toujours les limites sans décompression avant une plongée. Une fois sous l'eau, vous pouvez lire votre profondeur, le temps écoulé, ainsi que le temps de plongée sans décompression qu'il vous reste. Vous disposez d'un indicateur de vitesse de remontée et des informations de décompression d'urgence apparaissent si vous dépassez accidentellement une limite sans décompression. Entre les plongées, vous pouvez lire votre temps d'intervalle en surface et rappeler des données de plongée précédentes. Lorsque vous êtes prêt à planifier votre plongée, vous activez votre ordinateur en appuyant sur un bouton ou en touchant des contacts, comme ceci. Convenez avec votre binôme de vos limites maximales de profondeur et de temps en vous basant sur les limites sans décompression affichées par l'ordinateur. Rappelez-vous que les limites sans décompression sont plus courtes lors de plongées successives et plus longues lors de plongées multiniveaux et à moindre profondeur. Planifiez un temps maximum et vos limites de consommation d'air. Vous disposez souvent de beaucoup plus de temps de plongée sans décompression que de réserve d'air. Vous faites demi-tour en fonction de la limite que vous ou votre binôme atteignez en premier. Temps de plongée, point de retour pour la réserve d'air ou temps de plongée restant sans décompression. Songez à noter ces informations sur une ardoise pour vous y référer pendant la plongée. Il y a 6 directives à suivre pendant une plongée avec un ordinateur.
1. Plongez selon le plan. Ne dépassez pas les limites de profondeur ou de temps de plongée fixées simplement parce que l'ordinateur vous permet de le faire. 2. Restez bien dans les limites de l'ordinateur. Ne laissez jamais le temps de plongée sans décompression qui vous reste s'approcher de 0. 3. Suivez les indications de l'ordinateur le plus prudent, le vôtre ou celui de votre binôme. 4. Surveillez votre manomètre immergeable pour gérer votre réserve d'air. 5. Quand vous le pouvez, commencez au point le plus profond et remontez progressivement. Lorsque vous effectuez plusieurs plongées, plongez d'abord au point le plus profond. Cela est considéré comme une pratique prudente de la plongée et vous donne le temps de plonger sans décompression le plus long. 6. Remontez lentement en respectant la vitesse de remontée indiquée par votre ordinateur et marquez un palier de sécurité. Il est très rare qu'un ordinateur de plongée tombe en panne. Ils sont pratiquement tous dotés d'une fonction de contrôle automatique qui permet notamment de vérifier le niveau de batterie lors de l'activation. Si votre ordinateur tombe toutefois en panne au cours d'une plongée, vous avez deux options. La première est de remonter, marquer un palier de sécurité et mettre fin à la plongée. Si vous respectez amplement vos limites de plongée, vous devriez maintenir un niveau d'azote théorique acceptable. Si vous avez deux ordinateurs et plongez avec les deux, votre seconde option est de poursuivre votre plongée avec l'ordinateur opérationnel. Si votre ordinateur tombe en panne entre deux plongées et que vous en utilisez deux, vous pouvez effectuer une nouvelle plongée avec celui qui fonctionne. Si vous plongez avec un seul ordinateur et que celui-ci tombe en panne, vous pourrez peut-être continuer à plonger en utilisant les indications de temps et de profondeur provenant des tables de plongée, d'un profondimètre et d'un chronomètre. Sinon, vous devez attendre 12 heures avant de replonger avec un ordinateur opérationnel. Même si les plongeurs ne représentent pas une véritable menace pour le monde sous-marin, il est important d'appliquer des techniques de plongée respectueuses de l'environnement. Tandis que certains plongeurs peuvent causer des dégâts par manque de considération, d'autres veulent admirer la beauté naturelle et le patrimoine culturel. Ils peuvent aussi amplifier les problèmes dans les environnements déjà touchés par la pollution. Mais surtout, en tant que plongeur, vous avez un rôle d'ambassadeur du monde sous-marin et vous montrerez l'exemple en optant pour les bonnes techniques de plongée. En tant qu'observateur direct du monde sous-marin, les plongeurs sont souvent les témoins initiaux des problèmes. La façon dont vous plongez aura donc une incidence sur votre crédibilité en tant que relayeur de ce que vous observez sous l'eau et en tant que porte-parole des initiatives d'information du public et de protection du monde sous-marin. Vous pouvez aussi agir directement en participant par exemple aux opérations de nettoyage, d'élimination des espèces envahissantes ou de collecte de données destinées à la recherche. Pour en savoir plus sur les différentes actions que vous pouvez mener en tant que plongeur pour contribuer à la protection du monde sous-marin, adressez-vous à votre centre PADI ou de plongée et consultez le site projectaware.org. Parmi les techniques qui vous seront enseignées, vous apprendrez à enfiler votre nécessaire de plongée à la surface. Cela est souvent nécessaire lors d'une mise à l'eau depuis un petit bateau, mais peut aussi intervenir depuis un grand bateau, un quai ou dans d'autres situations. Une fois votre équipement entièrement assemblé, procédez à votre contrôle de sécurité pré-plongée, même si vous ne le portez pas. Assurez-vous qu'il flotte. Vous devrez peut-être placer vos poids une fois votre équipement enfilé. Si vous n'utilisez pas de gilet à lestage intégré, vous mettrez vos poids une fois équipés de votre nécessaire. Ne vous mettez pas à l'eau sans gilet si vous portez votre système de lestage. Dès que vous êtes prêt, mettez votre matériel dans l'eau ou sur un câble si vous ne vous mettez pas tout de suite à l'eau ou votre binôme peut vous le passer après votre mise à l'eau. Mettez-vous à l'eau en utilisant une technique adaptée, par exemple en position assise contrôlée. Si vous optez pour cette technique, asseyez-vous comme ceci et posez les deux mains sur le pont comme ceci. Pivotez vos mains et abaissez-vous comme ceci. À présent, débouclez votre ceinture, tenez votre nécessaire de plongée à la verticale et enfilez-le. Il peut être utile de gonfler votre gilet stabilisateur juste assez pour qu'il flotte légèrement. Une autre technique consiste à vous asseoir sur votre matériel comme ceci.
à rentrer les bras, puis à vous glisser vers l'avant pour qu'ils se mettent en place. Une fois ce matériel enfilé, attachez et réglez le harnais. Puis mettez votre système de lestage s'il était trop lourd pour le mettre auparavant. Une fois votre binôme équipé à son tour, procédez à la dernière étape du contrôle de sécurité pré-plongée pour vous assurer que toutes les sangles sont bien attachées et qu'aucun tuyau ne s'est accidentellement coincé. Vous pouvez également utiliser la technique de mise à l'eau assise contrôlée en portant votre équipement de plongée. Gonflez partiellement votre gilet et respirez sur votre détendeur comme vous procéderiez pour toute mise à l'eau. Assurez-vous que votre bouteille passe bien au-dessus du bord de la plateforme avant de vous laisser tomber dans l'eau. Il arrivera peut-être que vous deviez venir en aide à un binôme qui, par fatigue, à cause de crampes ou d'un autre problème, a des difficultés à nager. Assurez-vous avant tout d'être tous deux en état de flottabilité. Utilisez le remorquage par la robinetterie de la bouteille pour les remorquages sur de courtes distances, comme ceci. Pour les distances plus longues, poussez le plongeur fatigué pour voir où vous allez. Placez les pieds du plongeur sur vos épaules et vos mains sur ses genoux, comme ceci, et nagez lentement à un rythme régulier. Dans cet exercice, vous utilisez à la fois les techniques de flottabilité neutre et les techniques de descente, de nage et de remontée telles que vous les utiliseriez en milieu naturel. Vous supposerez que le fond ou une zone particulière est fragile, comme le corail, et éviterez donc tout contact. Lorsque vous êtes prêt, effectuez une descente en 5 points avec votre binôme en vous aidant d'un point de repère visuel, tel un câble ou autre. Contrôlez votre descente en maîtrisant votre flottabilité. Donc, vous vous arrêtez et vous mettez en flottabilité neutre à environ 1 ou 1,2 mètres, 3 ou 4 pieds au-dessus du fond. Puis vous maîtrisez votre flottabilité et nagez sans toucher le fond. Contrôlez vos mouvements, pas seulement votre flottabilité. Apprenez à ne toucher quelque chose que de façon intentionnelle. Retournez au câble de repère et procédez à une remontée en 5 points, en utilisant comme repère visuel uniquement, là encore, sans toucher le fond. Si vous perdez votre masque et ne parvenez pas à le récupérer, vous devrez vous en passer pour terminer votre plongée. La nage sans masque vous permettra de vous y entraîner. Enlevez votre masque, puis établissez contact avec votre binôme. Si possible, gardez les yeux ouverts, mais fermez-les si vous portez des lentilles de contact. Nagez sur au moins 15 mètres, 50 pieds, en égalisant vos oreilles et en contrôlant votre flottabilité à l'aide de votre binôme. Concentrez-vous à respirer par la bouche. Si une petite quantité d'eau pénètre dans votre nez, expirez par le nez. Une fois votre destination atteinte, remettez votre masque et videz-le. Dans la section 3, vous avez appris que vous pouvez respirer à l'aide d'un détendeur à débit continu. Pour simuler un débit continu, vous ou votre instructeur allez appuyer sur le bouton de purge. Rappelez-vous de tenir l'embout buccal contre vos lèvres, comme ceci. Ne fermez pas la bouche dessus, mais vous pouvez insérer une extrémité de l'embout si c'est plus facile pour vous. Laissez l'excédent d'air s'échapper en prenant les petites gorgées d'air dont vous avez besoin. Après l'exercice, vérifiez votre manomètre immergeable. Vous serez surpris de la quantité d'air que vous avez utilisée. Cela montre qu'il est important d'entamer immédiatement une remontée quand on respire sur un détendeur en débit continu. Si vous devez débrancher votre gonfleur moyenne pression, vous pouvez gonfler votre gilet à la bouche, sous l'eau, pour contrôler votre flottabilité. Tenez le gonfleur-dégonfleur de la main gauche, comme ceci. Prenez une respiration sur votre détendeur, puis expirez un tiers ou la moitié de votre souffle dans votre gilet, comme ceci, et conservez suffisamment d'air pour vider votre détendeur. Reprenez votre détendeur, puis répétez l'opération si vous avez besoin de plus de flottabilité. N'oubliez pas de laisser s'échapper un filet de bulles lorsque le détendeur est hors de votre bouche. Une fois en flottabilité neutre, restez stationnaire pendant 60 secondes en contrôlant votre respiration et en procédant à de légers ajustements, selon le besoin. La plongée en apnée, ou plongée libre sans équipement, permet de faire un tour de reconnaissance ou d'explorer une eau peu profonde sans gaspiller l'air de la bouteille. Vous pouvez également plonger en apnée lorsque la plongée en bouteille n'est pas possible.
On peut retenir son souffle plus longtemps en respirant correctement. Détendez-vous et respirez avec votre diaphragme. L'hyperventilation, qui consiste à respirer profondément et ou rapidement avant de retenir son souffle, était autrefois pratique courante, mais n'est plus préconisée aujourd'hui car si elle est effectuée incorrectement, elle peut causer une perte de connaissance sous l'eau et la noyade. La respiration détendue avec le diaphragme vous aidera à retenir plus longtemps votre souffle. À votre retour en surface après une plongée en apnée, respirez normalement avec votre diaphragme. Une forte expiration après une immersion après avoir longuement retenu son souffle peut provoquer un évanouissement. Détendez-vous pendant quelques minutes, le temps que les niveaux d'oxygène et de dioxyde de carbone dans votre organisme redeviennent normaux. Si vous ressentez des étourdissements, des vertiges ou des picotements aux mains, aux bras ou aux pieds, arrêtez la plongée. Reposez-vous et détendez-vous et respirez à la surface jusqu'à votre rétablissement complet. Faites une plongée en surface, la tête la première, parfois appelée plongée en canard, pour pénétrer rapidement sous l'eau. Nagez vers l'avant en respirant de façon détendue avec votre diaphragme, puis retenez votre souffle et penchez-vous en avant comme ceci. Voyez comment on soulève les jambes aussi haut et droit que possible. Le poids de vos jambes vous propulse naturellement vers le bas. Nagez vers le bas en égalisant comme vous l'avez appris. Détendez-vous et explorez. Avec la pratique, vous serez surpris comme on peut tenir longtemps sur un seul souffle. Vous remarquerez que votre binôme reste en haut quand vous êtes en bas. Alternez, un en haut, l'autre en bas. De cette manière, si un plongeur a besoin d'aide, le binôme ayant économisé son souffle pourra descendre lui prêter assistance. Lorsque vous devez absolument respirer, levez les yeux, tendez le bras et tournez-vous pour mieux voir pendant que vous remontez. Tout en regardant vers le haut, expirez pendant la traversée du dernier mètre, des quelques pieds d'eau. Continuez d'expirer pendant que vous roulez vers l'avant en position de nage. Votre tuba ne devrait pratiquement pas contenir d'eau. S'il en contient, utilisez la méthode de vidage par jet de baleine apprise précédemment. Certains plongeurs privilégient cette méthode dans tous les cas. Il arrive que vous enleviez votre nécessaire de plongée dans l'eau avant de sortir. Gonflez votre gilet, puis retirez et tendez vos poids. Mettez votre tuba, puis relâchez votre harnais et enlevez votre matériel. Il sera peut-être plus facile de ne gonfler votre gilet que suffisamment pour permettre à votre matériel de flotter. Gardez le reste de votre matériel en place, puis tendez votre nécessaire de plongée ou attachez-le à un câble. Si vous sortez de l'eau sans échelle, par exemple pour monter dans un petit bateau ou sur un quai de faible hauteur, hissez-vous en poussant sur vos bras et en battant des pieds, et tournez-vous pour vous asseoir, comme ceci. Ou abaissez-vous sur la poitrine et retournez-vous en roulant, comme ceci. Une fois sorti, soulevez votre équipement de l'eau.